Jolie fille madrilène, au revoir et adieu. Jolie fille d'Espagne. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce minuit avec dormeur et ce fauteuil qui grince. Tranquillou, tranquillou. Voilà, j'ai envie de faire une sieste là, tranquillou. J'avais prévu un truc, mais je pense que je vais partir sur une sieste de 25 minutes. Une sieste de 25 minutes, c'est vraiment le truc que j'arrive jamais à tenir. J'adore les conseils. Faites une sieste de 25 minutes, sinon, après vous allez être fatigué, vous allez faire des siestes de 1 heure, 1 heure et demie. C'est mort, si je pars pour 20 à 25 minutes. Même si le réveil il sonne à un moment donné, je dis je l'éteins, puis voilà, je fais ma nuit. Ouais, je fais pas ma nuit, mais je fais une bonne heure et demie. Là. Et après, c'est vrai qu'après, je sors d'un cauchemar, je suis où là, dans la quatrième dimension. Où suis-je? Oh, non. Non, je ne ferai pas de sieste, je vais te proposer un top 10 sur Bruce Willis, des films qui m'ont... Mes films préférés. Voilà, mes films préférés parce que marqués... oui, de toute façon, les films qui m'ont le plus marqué Bruce Willis sont mes films préférés, mais à la fois, bon, il faut prendre en compte les films qui ont bien vieilli, d'autres qui ont mal vieilli, et surtout prendre en compte non, je vais quand même partir sur un top 10. De toute façon, je l'ai déjà préparé. J'ai déjà fait mon top 10. Donc, non, je pars quand même sur un top 10 de mes films préférés actuellement. Celui que je n'ai pas vu depuis longtemps. Il y en avait deux que j'avais pas vu depuis longtemps. Il y en a un que j'ai vu sur Netflix il y a 2 jours. Voilà, je savais que, bon, je l'aimais bien enfant, mais j'ai dû le voir quand même plusieurs fois enfant, jeune adolescent plutôt. C'était un film que j'aimais beaucoup, mais il est très particulier, c'est Hudson Hawk. Voilà, je l'ai sorti du top 10, c'est Hudson Hawk, parce que c'est un film qui est un peu farfelu, très rigolo, quoique Bruce Willis vraiment était jeune, il cabotinait un maximum. Ça fait plaisir de le voir aussi content, heureux là-dedans, tu vois. C'est drôle, mais des fois c'est lourd, c'est lourdingue en fait. C'est un film, un mélange entre la comédie classique et le burlesque. Et ce petit mélange, cet entre-deux en fait, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, bon, faut le prendre plus comme un film burlesque quand même. Mais malgré tout, bon, l'humour, c'est un humour qui peut-être vieillit mal, quoi. A mal vieilli avec le temps, en tout cas. Je pouvais pas le mettre dans mon top 10, voilà. Je pouvais pas le mettre dans mon top 10, mais je l'avais quand même mis au départ à la place en 10e position, avec Boire et Déboire, que je n'ai pas vu depuis longtemps, et c'était aussi un film plutôt fin d'adolescence que j'aimais beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois. Et avant de parler de mon top 10, quand même, je vais quand même expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un top 10 des meilleurs films de Bruce Willis, évidemment, selon moi. C'est parce qu'il y a quelques jours de cela, bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent, j'imagine, que Bruce Willis est victime d'une dégénérescence neuronale, non? Est-ce qu'on dit comme ça? Non, une neurodégénérative. Il est victime d'une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que son cerveau est en train de vieillir à vitesse grand V, quoi. En gros, c'est ça, neurodégénératif, c'est que son cerveau est en train de mourir. Toutes les cellules de son cerveau sont en train de mourir petit à petit. Donc, il est victime d'une maladie qu'on appelle la TFT. C'est une maladie parentée à Alzheimer. C'est-à-dire que il perd la parole, je crois que même il a perdu la parole. Il perd l'envie
l'envie de vivre, de faire des choses et tout ça. Et bah il perd la mémoire en fait aussi, etc. etc. Donc voilà, son cerveau est en train d'être grignoté par la maladie et c'est irréversible. Voilà, tu peux pas le guérir, c'est irréversible. Tout ce qu'il a perdu, ça sera irréversible. Et en fait, il y a quelques jours, sa famille et ses proches et son ex-compagne qui est Demi Moore, une grande actrice des années 80-90, son ex-compagne et ses enfants et sa famille, tout ça, ont parlé récemment, je sais pas où, je me rappelle plus où je l'ai vu, je crois que c'était à la télévision. J'ai dû voir ça à la télévision, je sais plus où j'ai vu ça, et je crois que c'est à la télévision, sur une chaîne d'information, et où sa famille disait, ses proches disaient que Bruce Willis ne se souvient même plus, aujourd'hui en tout cas, il ne se souvient même plus avoir été une grande star de cinéma. Il ne se souvient même plus de sa carrière d'acteur. Donc là, ça m'a fait vraiment un choc, tu vois. Je me dis, putain, la vache, quand même, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même incroyable, c'est presque surréaliste, quoi. Après, il y en a qui vont positiver en disant, bah, il peut toujours revoir ses films. Mais bon, ça doit lui faire bizarre, ça il se souvient même plus, c'est quasiment sûr. Il se souvient même plus de à quoi il ressemblait jeune. Parce que, oui, quand je le vois dans Hudson Hawk et quand je le vois dans Looper, où il est quand même assez vieux, il y a quand même une sacrée différence, hein. Je suis sûr qu'il se reconnaît même pas dans des films comme Hudson Hawk. Je suis sûr qu'il ne se reconnaît pas avec des cheveux, tout ça. Je suis sûr qu'il se reconnaît pas. Alors oui, il y a des photos, il y a tout ça. Mais ça doit lui faire bizarre. Ça doit être même... Ça doit le terroriser. Ça doit être horrible en fait. Ça doit être horrible. Tu lui mets piège de cristal et il va pas comprendre quoi. Il va pas comprendre. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème et tu peux pas positiver là-dessus en disant oui mais bon il a quand même laissé une marque indélébile dans le cinéma et tout ça, dans les DVD, les Blu-ray, on a plein de films de Bruce Willis là. Et bah oui mais il a laissé une marque pour... C'est une légende du cinéma quand même, hein. Il a fait dans tous les films qu'il a fait, il a fait quasiment les premiers rôles. Il a fait quasiment que des premiers rôles. Bon, peut-être pas dans Pulp Fiction, peut-être pas dans Looper d'ailleurs, où il partage, on va dire, la tête d'affiche avec un jeune acteur. Mais ouais, c'est une légende du cinéma quand même. Mais pour lui, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, surtout que la maladie dont il est victime, c'est pas une maladie qui va le rendre forcément heureux, parce que tu peux te dire aussi, bah ça se trouve il a oublié, c'est quasiment sûr, tous les problèmes qu'il a eu sur les tournages. J'imagine que certains tournages étaient une catastrophe, ça s'est mal passé, des trucs comme ça, j'imagine que ça a dû arriver. J'imagine qu'il avait vécu de très mauvaises expériences, donc tu peux positiver en disant mais il a oublié tout ça. Mais le problème c'est que cette maladie elle a l'air quand même de te pousser à la dépression. Je sais pas de quoi était victime Robin Williams, mais il était victime d'une maladie, je crois, identique aussi. Une maladie vicelard comme ça qui te pousse finalement. Tu perds tellement goût à la vie, mais c'est pas parce que t'es quelqu'un de déprimé par ce qui se passe dans ta vie. Non, c'est la maladie dégénérative qui te pousse le cerveau et qui a poussé Robin Williams à passer à l'acte malheureusement, à en finir et tout ça. Et c'est vraiment triste. Et c'est après que sa famille comprenait pas quoi. Après, ils ont compris que Robin Williams souffrait d'une maladie pareille dégénérative. Alors, je sais pas si c'est la même, mais de toute façon, c'est une maladie qui a grignoté son cerveau petit à petit et a fait en sorte de lui faire perdre goût à la vie, quoi. Donc, voilà, c'est triste. Ah oui, je pense que faire un top 10 des films de Robin Williams, d'ailleurs, je crois que j'en ai fait un. J'avais dû faire comme ça, improviser un top 5 ou un top 10 des films préférés de Robin Williams. J'en ferai un, ça c'est sûr et certain. Mais là, je suis parti pour un top 10 des films de Bruce Willis et on va blablater un peu de tous ces films-là. Donc en 10e position, je mets Boire et déboire et Hudson Hawk. Alors comme j'ai dit, Hudson Hawk, c'est un film un peu burlesque. Donc c'est un cambrioleur qui a été emprisonné, il sort de prison et tout de suite on vient l'emmerder pour essayer de retrouver des objets qui appartenaient à Léonard de Vinci, tout ça. Voilà, parce que Léonard de Vinci aurait créé un truc alchimique, on va dire, qui
permettrait de créer de l'or en fait. De créer de l'or. Donc t'as des salopards, donc t'as plein de personnages très burlesques, très cartoonesques on va dire, presque, qui viennent l'emmerder tout ça, et lui bon il reste cool, machin, il sort des vannes et tout. C'est rigolo, parfois c'est très lourdingue. Ça fait quand même plaisir de voir Bruce Willis cabotiner comme ça, être heureux, t'as l'impression qu'il est heureux. Et t'imagines bien Bruce Willis, et je me suis fait la réflexion, bon même si le film a quand même très mal vieilli, voilà, parce que je suis passé de l'adolescent à un adulte aujourd'hui, et c'est vrai que ça fait bizarre de revoir ce film là, avec Andy McDowell qui était très très joli, vraiment très très joli, la vache. Ça fait quand même plaisir de voir. Voilà, il y a James Coburn aussi, j'en ai parlé dans la vidéo là, à 21h, dans les 7 mercenaires. Hein, James Coburn vieillissant. Dans ce film là, il y a aussi David Caruso, hein, qu'on a vu dans quelques films. Il est vraiment pas connu. Il a surtout là, je pense, son vraiment seul premier rôle dans les films en tout cas. C'était dans Kiss of Death avec Nicolas Cage et Helen Hunt. Film très peu connu, Kiss of Death, mais il m'avait marqué ce film-là. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Kiss of Death, je l'avais en DVD, j'imagine. Et donc ouais, on revoit quelques petits acteurs dedans, c'est assez sympa. Après, je le mets en 10e position avec Boire et Déboire, parce que ça reste des films qui m'ont marqué, mais clairement pas des grands chefs-d'œuvre aujourd'hui auxquels je vais voilà. Boire et Déboire, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je le laisse aussi en 10e position. C'est un film avec Kim Basinger et euh, évidemment Bruce Willis. Si j'oublie Bruce, le nom de l'acteur avec lequel je fais un top 10, c'est moi qui ai peut-être un problème quelque part. Bruce Willis est célibataire et tout ça, et on a ses proches, un couple, je crois que ça doit être son frère ou sa soeur, avec son beau-frère ou sa belle-sœur, qui lui propose un regard avec cette fille, et à un moment donné il y en a une, la femme qui dit, je crois, attention, évite de la faire boire, voilà, parce que voilà, évite de la faire boire. Et t'as l'autre là, le lourdin qui dit, hein, évite de la faire boire sinon elle deviendra un peu trop coquine et tout ça. Et en fait, Bruce Willis va à ce rencard et tout ça, et puis il décide de lui proposer de l'alcool, tu vois. Ouais, il décide de proposer de l'alcool et tout ça, parce qu'elle lui plaît et tout, donc il décide de proposer de l'alcool. Malheureusement, Kim Basinger supporte très mal l'alcool, et elle devient complètement barjot avec l'alcool. Et elle fait vivre un enfer, une nuit infernale à Bruce Willis, où à la fin il pète totalement un câble. En plus, il est pourchassé par l'ex de Kim Basinger. Et franchement, certes, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais ce film-là, voilà, ce film-là, c'est pour ça que je le mets 10e et que voilà, je peux pas le mettre plus haut. Et ce film-là, c'était un film que j'aimais beaucoup. Il me faisait beaucoup rigoler. On n'est pas dans du burlesque, on est vraiment dans une bonne comédie américaine. Même pas une comédie romantique. Vraiment une comédie comme il savait y faire. Avec, ouais, quiproquo. Il n'y a pas vraiment de quiproquo, c'est juste que Bruce Willis, tu vois, on lui déconseille de la faire boire. Puis c'est vrai que t'as le lourdin qui dit attention à devenir coquine. Donc lui, allez, tiens, je vais peut-être lui proposer de l'alcool. Malheureusement, ça finit très très mal et tout ça. Donc ouais, j'en garde des bons souvenirs. Après, je l'ai pas vu depuis longtemps. Je sais pas, j'ai peut-être pas vu depuis mon adolescence, fin de mon adolescence, ce film-là. Donc voilà, je le mets comme Hudson Hawk que j'ai revu là, qui a, vous voyez, mal vieilli, mais ça fait du bien de voir Bruce Willis jeune qui cabotine comme ça. Et peut-être que toi tu vas aimer parce que voilà, moi je l'ai mis sur un piédestal et c'est vrai que j'étais un peu déçu de le revoir là, mais ça se regarde bien quand même. Voilà, ça se regarde bien. Donc en 9e position, j'ai mis Looper. Alors Looper est un film sur les voyages dans le temps. D'une certaine manière sur les voyages dans le temps. C'est pour ça que moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment ces deux catégories de films qui m'intriguent tellement, où je suis curieux de les voir. C'est tout ce qui est voyage dans le temps et tout ce qui est possession démoniaque. Oui, c'est comme ça, possession démoniaque et voyage dans le temps. Je crois que j'en ai un autre, non, je sais plus.
Et c'est vrai que tout ce qui est possession démoniaque, il faut que je le regarde. Bon, des fois, t'as des trucs vraiment nazes. J'aime bien les trucs beaucoup plus réalistes sur des histoires qui sont vraiment passées, tu vois. Et tout ce qui est voyage dans le temps, d'ailleurs, j'ai vu quelques petites pépites qui étaient très intéressantes. Et c'est vrai que Looper, finalement, parle de voyage dans le temps. Donc Looper, ce sont des gars, à un moment donné, alors je sais plus dans la timeline où on se situe, je pense qu'on se situe quand même assez éloigné à un moment donné, dans la première timeline, tu vois, où on a des gars qui sont engagés pour tuer des hommes qu'on envoie dans le passé. On les envoie dans le passé avec une cagoule sur la tête pour qu'ils se fassent tuer par des gars comme ça, des loopers, ouais c'est ça, on les appelle les loopers. Donc on a un Bruce Willis jeune qui est joué par un jeune acteur qui n'est pas Bruce Willis au départ. Voilà, c'est lui, on va dire que c'est le rôle principal, c'est pour ça que Bruce Willis n'a pas vraiment le rôle principal, mais quand même. Et en fait, ce Bruce Willis très jeune, joué par un autre acteur, il est là pour tuer des gars qu'il connaît pas avec des cagoules sur la tête et tout ça. Et en fait, dans le contrat qu'ils signent, ces gars-là, c'est qu'à un moment donné, ils vont devoir se tuer eux-mêmes en fait. Ils vont devoir se tuer eux-mêmes. À un moment donné, sans le savoir. Parce qu'en fait, on envoie des gens dans le passé pour qu'ils se fassent flinguer par eux, des loopers. Et les loopers, après, ils enterrent les cadavres. Voilà, comme ça, dans le futur, on ne les retrouve pas du tout. Parce que dans le futur, il paraît que avec la génétique, les machins, on retrouve forcément tous les criminels. Donc ils ont inventé un système, les criminels, les mafieux du futur, pour envoyer des gars dans le passé pour pouvoir les flinguer. Mais les loopers, à un moment donné, ils doivent tous passer par... À un moment donné, les loopers doivent se faire éliminer. C'est dans le contrat, à un moment donné, dans le futur, ils se feront éliminer. Voilà, c'est comme ça, ils ne pourront rien y faire. Et sur leur corps à eux, donc ils se feront éliminer par eux-mêmes. Pas eux-mêmes dans le présent, c'est compliqué. Et en fait, quand ils vont enterrer le cadavre, ils vont se rendre compte que, ah, il y a de l'or. Voilà, parce qu'il y a aussi une prime sur leur propre cadavre du futur, pour bien leur montrer, en fait, bah, que c'est eux d'une certaine manière et qu'ils ont, ils ont bouclé la boucle temporelle. Toi, ils ont bouclé la boucle temporelle et t'as une grosse prime d'or avec et tout ça. Et voilà, donc c'est dans leur contrat, à un moment donné, ils devront être exécutés à la fin. À un moment donné, ils devront être exécutés. C'est comme ça, c'est vraiment, c'est un film, attention, c'est un film qui est quand même assez dur, qui est assez spécial, et c'est un très très bon film d'action. Donc le vieux Bruce Willis, donc le jeune qui est un jeune acteur, donc t'as Bruce Willis qui est le gars du futur en fait. À un moment donné, il revient, il a pas de cagoule. Donc le jeune Bruce Willis, qui est pas joué par Bruce Willis, voit ce gars-là et je dis putain. Donc il est surpris. Et là Bruce Willis se retourne et pendant que l'autre tire, et bah finalement il tire dans l'or, dans les lingots d'or qu'il y a dans le dos et tout ça. Et en fait le vieux Bruce Willis s'échappe dans le présent. Voilà, le Bruce Willis du futur s'échappe dans le présent. Et en fait, le vieux Bruce Willis va tout faire pour tuer le chef de la mafia qui organise tout ça. Voilà, il va tout faire pour tuer le chef de la mafia qui organise tout ça dans le présent, qui est logiquement un jeune gamin, etc. Un jeune gamin avec des pouvoirs assez particuliers. Donc tu as une sorte de chasse à l'homme entre le jeune Bruce Willis, joué, comme je dis, par un acteur qui n'est pas Bruce Willis, et Bruce Willis du futur, joué par Bruce Willis. Putain, j'ai pas l'impression d'être clair en fait, mais pas du tout quoi. Donc c'est un film vraiment intéressant. Franchement, c'est intéressant. La boucle temporelle est intéressante. Franchement, elle est très très intéressante. C'est un film qui mérite d'être vu. C'est avec Emily Blunt aussi. Emily Blunt. C'est un bon film. Je le mets 9ème. C'est un film qui est marquant. Voilà, c'est un film qui est marquant. À défaut peut-être d'être un chef-d'œuvre, c'est un film qui est très marquant et qui est intéressant. Est-ce que j'enregistre bien? Oui. Attends, je mets la petite protection. En 8ème position, j'ai mis le 5ème élément. Je vais y arriver, le 5ème élément. Vu au cinéma, ouais, j'ai mis vu au cinéma. Donc, le 5ème élément, oui, je l'ai vu au cinéma à l'époque. J'aimais beaucoup Luc Besson parce qu'on avait eu le droit à Léon, Le Grand Bleu, Subway, j'adorais ces trois films-là.
Et Nikita aussi. Et Nikita, j'aimais beaucoup. Mais le cinquième élément, quand j'étais le voir au cinéma, c'est vrai que j'ai été très déçu. Tous mes potes ont adoré, évidemment. J'avais des potes qui aimaient vraiment plein de films de merde. Et moi, c'est vrai que souvent, je me dis, bah non, ça c'est pourri, quoi, franchement. Et le cinquième élément, j'avais été très très déçu. J'aimais pas les aliens là, qui ressemblaient aux monstres, aux aliens de Bad Test, un film de Peter Jackson, un film gore horreur de Peter Jackson, gore horreur et comique. Et ça me faisait penser à ce film de merde qui des films de Peter Jackson, les premiers, ces trucs qui m'ont traumatisé, quoi. Brain Dead et machin, je crois que c'est les films qui m'ont traumatisé. C'est vraiment des films que je comprends pas, enfin moi c'est pas grave. Euh, et c'est vrai que les aliens dans cinquième élément, ils ressemblaient aux aliens de Bad Test là. Et je trouvais, et je sais pas, ça m'énervait. Et puis je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont énervé dans le cinquième élément. Mais ça c'était avant parce que c'est vrai que au fil du temps j'ai eu l'occasion de le voir un millier de fois. Un millier de fois. Et c'est vrai que avec les dernières fois où je l'ai vu, en fait c'est un film qui est très agréable à regarder à nouveau parce que l'humour est exceptionnel. On a quand même un Bruce Willis qui est très bon dedans, même s'il fait du Bruce Willis, ça rien d'exceptionnel. Il cabotine pas autant que dans Hudson Hawk et il est pas aussi terne que dans Looper, on va dire. Bon après, est-ce que le fait que ces derniers rôles où il est terne, est-ce que ça vient pas du fait de sa maladie qui a commencé à... Parce que... peut-être. Bon, peu importe. Euh, donc le cinquième élément, ça reste un film très agréable à regarder aujourd'hui, que j'aime beaucoup regarder aujourd'hui. Avec, comment il s'appelle, l'acteur là qui fait Green. Celui-là qui joue dans Rush Hour. Ah, j'ai oublié son nom. Ah bah, il fallait bien que ça m'arrive que j'oublie un nom. C'est pareil, j'adore. Il y a aussi, il y a aussi l'acteur qui joue dans Alien, le 8ème passager, qui joue le robot et qui joue dans plein de petits films aussi, que j'ai oublié le nom. C'est pas grave, fallait bien que ça m'arrive. Donc c'est un film sympathique, quoi. Est-ce que je dois t'expliquer ce qu'est le cinquième élément, te raconter l'histoire? Peut-être pas. Ça reste un film honnête, sans être exceptionnel. Au niveau des effets spéciaux du fantastique, quoi, quand il est en taxi, tout ça, je trouve ça assez impressionnant. Puis ouais, c'est ce côté un peu humour bizarre, un peu décalé, ça passe mieux aujourd'hui. Ouais. Ça passe mieux aujourd'hui que ça ne passait à l'époque de sa sortie. Personnellement, évidemment. En septième position, j'ai mis Incassable, que j'ai vu au cinéma, quoique. Je mets un point d'interrogation. Je pense l'avoir vu. J'ai dû l'avoir vu. Je crois même savoir avec qui je l'ai vu. Parce que le sixième sens, je l'ai vu au cinéma. Et j'avais adoré le sixième sens. Donc Incassable, c'est quasiment sûr que j'étais voir au cinéma. Signe, j'ai peut-être été voir au cinéma. Le Village, j'ai pas été le voir au cinéma. C'est pas dit parce que, attention, il y a des années, à un moment donné, quand j'étais à l'armée, tout ça c'était compliqué. C'est pour ça qu'Incassable, je suis pas sûr, mais pour moi, en toute logique, j'ai dû aller le voir au cinéma. En toute logique. Et j'ai un vague souvenir de ça. Bref, alors Incassable, ça raconte une histoire de super-héros, mais de façon naturelle, banale. C'est un petit film thriller, classique, limite policier, tu vois, où on enquête un peu sur un tueur en série ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc là, on a un gars qui a une sorte de super pouvoir, mais il s'en rend pas vraiment compte en fait. Un gars qui a survécu à un grand accident de train où il était le seul survivant, où il a survécu à un accident de voiture, où logiquement il s'est pété le genou, il a arrêté sa carrière de champion de football américain, tu vois, quand il était jeune. Et là, t'as un gars qui arrive en fauteuil roulant, qui est très fragile, qui est, on va dire, qui est super fragile, et qui lui dit est-ce que t'es sûr, tu t'es blessé, tout ça, parce que le gars il n'est pas convaincu, Bruce Willis n'est pas convaincu d'avoir des capacités en fait. Et en fait, le film c'est ça, c'est qu'à un moment donné, Bruce Willis comprend qu'il a des capacités et qu'il peut sauver des gens en fait, que c'est pas juste quelque chose de bizarre, que c'est pas de l'intuition, que c'est pas juste qu'il est très très fort, c'est pas juste qu'il a de la chance parce qu'il a survécu. Non, c'est qu'il a des capacités un peu de super-héros. Et ça c'est génialissime. J'ai adoré comment Night Shyamalan
Ah, d'ailleurs je l'ai là, tu dois le voir là, incassable. On le voit sur mes vidéos, je sais qu'on le voit, le Blu-ray de Incassable. Et ce film-là est vraiment exceptionnel. Avec un petit retournement de situation vers la fin pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà. Et c'est un super film. Un Bruce Willis, certes un peu monotone, mais c'est le personnage qui veut ça. Et voilà, Incassable, super film, j'adore. En septième position, non, en sixième position, 58 minutes pour vivre. Alors non, j'ai pas été le voir au cinéma parce que je devais être trop jeune. Et c'est un film qui est quand même très violent, mais c'est un film, c'est un film poignant et marquant. J'adore 58 minutes pour vivre. Franchement, j'adore. Je sais que c'est pas forcément le meilleur Die Hard parce que ça fait partie de la série des Die Hard. En anglais, c'est Die Hard. Voilà. Die Hard, c'est une mort difficile, une mort brutale. Die Hard, ouais, c'est ça quoi. Ça veut vouloir dire ça, mais ça a un côté plutôt vie de merde, moment pourri, journée de merde, toi, d'ailleurs, ça a un sens un peu comme ça. Et en fait, la série des Die Hard, donc on a Piège de cristal en premier, 58 minutes pour vivre en deuxième, Une journée en enfer en troisième, en quatrième c'est Die Hard 4, et en cinquième Die Hard 5, ouais, ils sont pas foulés. Et en fait, 50 minutes pour vivre, moi ça me rappelle des bons moments quand j'étais gamin. Enfin, peut-être j'ai dû le voir plus tard parce qu'il y a un moment qui est très dur dans ce film-là. T'as un moment, c'est un jeune qui se fait. Voilà, c'est super dur. Et c'est une scène qui m'a traumatisé. Donc j'ai dû le voir quand même assez jeune. Mais je devais avoir plus de 10 ans quand j'ai dû le voir. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on était à Rion, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans. On avait changé d'appart, donc je devais avoir 11 ans, j'imagine. On me refusait. On voulait pas que je regarde L'Arme Fatale 2. Voilà. Ils étaient en train de tous là de regarder L'Arme Fatale 2. Et moi je voulais voir L'Arme Fatale 2. Et il me dit non, non, toi tu vas te coucher. Ah, je te jure, j'étais dégoûté. Et j'ai pas pu voir L'Arme Fatale 2 à 10, 11 ans quoi. Je devais avoir 10 ans à mon avis. 10 ans parce qu'après j'étais voir Batman à 11 ans et tout ça. Mais bon, ça personne ne le savait. Seul le gars du cinéma. Puis bon, L'Arme Fatale 2, c'était pas un film interdit au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, sûrement, ça doit être interdit au moins de 12 ans tout au plus. Mais il voulait pas que je voie ce film-là, donc ça m'étonnerait que 50 minutes pour vivre, qui doit être un film peut-être fin 80. Voilà, Piège de cristal, j'imagine c'est dans les années 86, 86 par là, 87, 58 minutes pour vivre, ça doit être 89, 90, etc., etc. Donc 58 minutes pour vivre. C'est un film qui m'a énormément marqué parce que j'adorais, regardez, j'adorais les Die Hard, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre. J'adorais ces films-là. J'adorais Bruce Willis. C'est un film qui m'a marqué, cette course-poursuite pour essayer de, de, de trouver qu'est-ce qui se passe, que oui, il y a des terroristes, il y a des machins et tout ça. Et on se retrouve un peu dans la même situation que Piège au cristal. J'aurais presque eu plus tendance, gamin, à préférer 58 minutes pour vivre que Piège de cristal. Aujourd'hui, avec le recul, Piège de cristal est beaucoup plus culte à mon goût. Tu t'imagines bien qu'il va être un peu plus loin, quand même dedans. Mais c'est vrai. Et ça se trouve à regarder d'affilée les trois films. Enfin, les trois premiers films. Et éventuellement le 4 et le 5, mais bon, c'est pas indispensable. Hein. Et je suis sûr que 58 minutes pour vivre, c'est le film peut-être qui mériterait d'être plus haut. Bon, allez. Donc dans 58 minutes pour vivre, bah, ça se passe dans un aéroport avec John McClane. Et à un moment donné, il y a des pirates qui ont pris l'aéroport en otage, on va dire, et qui empêchent tous les avions d'atterrir. Et dans un des avions, bah, t'as la compagne, la femme de John McClane qui est dedans. La femme de John McClane. Et John McClane va tout faire pour arrêter les pirates et tout ça. Et là, c'est action pure et dure, thriller, tout ce que tu veux. C'est génialissime. Franchement, c'est des grands films d'action. Aujourd'hui, aujourd'hui t'as plus ça. T'as plus des films comme ça, de cette envergure. T'as plus des films comme ça. Il y a une sorte de film Netflix à la con. Là, je sais même plus ce que c'était. Un film Netflix qui partait un peu du même principe que 58 pour vivre, tu vois.
mais c'était d'une nullité aberrante, quoi. Ça, c'est un vrai film d'action, un thriller, un suspense de fou, avec 51 pour vivre. L'autre, c'est un suspense enfin, un suspense de merde, c'est pourri. C'est pas comparable. Voilà. Des films comme ça, je t'en vois plus, des films comme ça. Je suis désolé, t'en vois plus. Piège de cristal, 51 nuits pour vivre, une journée en enfer, t'en vois plus des films comme ça. Voilà, coup de gueule en passant. En cinquième position, j'ai mis Le Dernier Samaritain. Alors, Le Dernier Samaritain, non, je l'ai pas vu au cinéma. Le Dernier Samaritain, c'est un film coup de poing avec un Bruce Willis qui est dans un rôle un peu plus torturé, on va dire. C'est un détective privé vraiment alcoolique, qui est bourru, qui est moitié colérique, enfin bref. C'est, voilà, il est vraiment sur une pente raide, quoi. Et à un moment donné, il doit protéger. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il doit protéger une fille, une call girl, une sorte de danseuse ou une nana qui travaille dans un bar. Et il se retrouve, et cette nana là se fait abattre et il se retrouve avec le petit ami de cette nana là qui est un ancien quarterback qui a dû se blesser ou je sais pas quoi. Et, et ils se retrouvent tous les deux à essayer, parce que je crois qu'on tente de les tuer, oui c'est ça, on tente de les tuer à un moment donné. Et ils se retrouvent confrontés à enquêter sur la mort de cette fille-là. Et c'est un film vraiment percutant. C'est un film coup de poing, violent. Je vous le dire, c'est vraiment un film violent. C'est un film d'action violent. Presque aussi violent que 50 minutes pour vivre. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'assez brut de décoffrage dans ce film-là. Et c'est un super film d'action avec des répliques, des bonnes répliques comme il faut. C'est très vulgaire, voilà. Violent et vulgaire. C'est un cran au-dessus de John McClane et des Die Hard. C'est vraiment un cran au-dessus niveau vulgarité, violence. Et voilà, c'est un super mythe. C'est un super film, pardon. C'est de Tony Scott, hein, je crois. À vérifier, mais Le Dernier Samaritain, c'est de Tony Scott, le frère de Ridley Scott, qui malheureusement, bon, voilà, je vais pas raconter l'histoire de Tony Scott, mais Tony Scott, c'est des très très grands films. Et si je dis pas de bêtises, sinon bah, je corrigerai avec un petit titre. Dernier Samaritain, c'est un film de Tony Scott, hein, logiquement. Donc bah là, l'histoire, je te l'ai racontée, voilà. En quatrième position, Une journée en enfer, vue au cinéma. Alors, Une journée en enfer, c'est le troisième épisode des Die Hard. Il vient après 58 minutes pour vivre. Donc celui-là, non pas qu'il soit meilleur que 58 minutes pour vivre, par exemple, ou qui m'a plus marqué, le fait d'avoir été le voir au cinéma, en fait, ça apporte quelque chose de plus dans ma nostalgie. C'est pas compliqué de toute manière, tous les épisodes 3, j'ai été les voir au cinéma. Il y a eu L'Arme Fatale 3 que j'ai été voir au cinéma. Je t'explique même pas la musique d'intro au cinéma. Avec Eric Clapton et tout ça, et Sting. C'est énormissime. Super musique en plus. Alien 3, j'étais le voir au cinéma. Et Une journée en enfer qui est Die Hard 3 que j'étais voir au cinéma. Les autres, j'étais trop jeune de toute manière. C'est vrai qu'il y a eu cette série-là. Et rien que ça m'a marqué. Tous les trois que j'étais voir au cinéma. Tous les films, les troisièmes épisodes des films et Une journée en enfer, c'est vrai que j'ai été le voir au cinéma, donc. Et c'est un John McClane pur et dur. Ça se passe dans la ville de New York. Donc, contrairement à 58 minutes pour vivre, qui doit être. C'est peut-être l'aéroport de New York. Ça va être l'aéroport de New York, peut-être. Non, parce qu'il n'est pas chez lui, je crois. John McClane n'est pas chez lui, ça doit être un autre aéroport. Et dans le premier Piège de cristal, il va voir sa femme, donc il n'est pas à New York. Ça doit être la Californie, peut-être. Ça se passe dans un hôtel. Là, ça se passe dans un New York. À New York. Pas dans un New York. Ça se passe à New York. Donc là, il passe une journée de merde, en gros. Un die hard. La vie est dure. C'est mort difficile ou peut-être vie difficile, quoi. Voilà, j'ai pas étudié le terme die hard, mais je crois qu'on est dans un sens comme ça. Un peu une vie de merde, quoi. Ouais, une mort difficile, die hard, ouais, peu importe. En tout cas, il va passer une sale journée de fou là-dedans.
déjà ça commence, il est totalement pété et tout ça. Et t'as un gars qui pose des bombes et qui demande à John McClane, il demande à parler à John McClane. Le gars des attentats téléphone et demande à parler à John McClane. Et il va pousser John McClane à faire plein de défis à la con pour gagner du temps en fait, etc. Et John McClane va se retrouver avec Samuel L. Jackson, il va rencontrer un gars qui va le sauver à un moment donné. Et ce gars-là, il va être pris, on va dire, dans ces défis à la con de ce fameux terroriste. Et John McClane et Samuel L. Jackson, donc Bruce Willis et Samuel L. Jackson plutôt, les deux acteurs, deux excellents acteurs qui vont tout faire pour régler les défis et finalement vont aller essayer de botter le cul aux terroristes, encore une fois, etc. etc. Donc ça se passe, le terrain de jeu, le fait que ça se passe à New York, et c'est vraiment à New York, c'est pas... non, c'est vraiment à New York, donc déjà c'est impressionnant, c'est quasiment impossible aujourd'hui de tourner des films à New York, ça coûterait beaucoup trop cher. T'en vois plus des films comme ça, de cette envergure-là, comme j'ai dit, tu n'en vois plus des films comme ça. C'est super dépaysant, toi, t'as Brooklyn, New York, tout ça, c'est super dépaysant. T'en vois plus des films comme ça, et c'est un film d'action pur et dur, dans la lignée de 58 minutes pour vivre de Piège de cristal. Et c'est pour ça que je le mets, quatrième devant 58 minutes pour vivre, parce que je l'ai vu au cinéma, et ça apporte un petit plus quand même. Il y a ce plaisir d'aller voir des films au cinéma, que je n'avais pas le droit de voir avant, même à la télévision quand ils louaient des films, quoi. C'est vrai, je comprends pas. À un moment donné, j'avais loué Aliens 2 dans le premier appartement qu'on était à Rion, sûrement interdit au moins de 12 ans. Là, ça posait de problème à personne. On a changé d'appartement après. Et là, il voulait pas que je regarde un Fatal 2. Il s'attendait peut-être qu'il soit aussi dur que le premier, donc je sais pas, il y a un truc. Peut-être qu'après ils ont changé d'avis. J'ai peut-être vu en fait. Ah, ils ont dû changer d'avis. Ils ont dû se foutre de ma gueule en fait dans un premier temps. Ah, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Ouais, ils ont dû se foutre de ma gueule en fait. Ouais, ça leur arrivait de se foutre de ma gueule. Ils aimaient bien ça. Ah, dans ma famille c'est comme ça. Ils aiment bien, on aime bien. Je veux dire, dans ma famille, c'est moi qui m'en prends le plus plein la tronche au niveau des vannes et compagnie. Hein. Je m'en prends tellement plein la tronche des fois dans ma famille, dans les repas de famille, que je suis là. Je peux même pas répliquer, je reste con. Je suis pris au piège. Voilà, ça c'était une journée en enfer en quatrième position. J'ai pas l'impression d'avoir dit quatrième position, mais c'était en quatrième position. En troisième position, le sixième sens, que j'ai vu au cinéma, que j'ai adoré au cinéma, parce que là c'est vrai que j'étais... Le twist, je pense que Nachi Malan, il m'a vraiment impressionné dans ses premiers films. Bon après, malheureusement, c'était un peu plus compliqué pour lui. Hein. Bon, je pense que il a dû perdre l'inspiration, ou je sais pas. En tout cas, le sixième sens, c'est un super film. Vraiment, on n'est pas dans la possession démoniaque, mais on est dans des pouvoirs psychiques. Donc c'est un psychiatre pour enfants qui finalement s'occupe d'un gamin qui a des problèmes, peut-être mentaux pour lui, mais il va s'avérer que ce gamin a des pouvoirs pas surnaturels, mais des pouvoirs de médium. Des pouvoirs de médium, il communiquerait peut-être avec les morts. Voilà, donc il va tout faire pour l'aider et tout ça. Et attention, je vais pas spoiler, mais le twist final, très sympa quand même, pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, ce qui m'a agacé, c'est que le DVD, le Blu-ray que j'ai du sixième sens, t'as une petite animation. Et la petite animation, je trouve que ça peut spoiler la fin du film. Je... Comment dire Comment dire il y a des trucs comme ça, des films qui sont proposés, qu'on achète en Blu-ray, en DVD, qui proposent des animations où parfois on voit totalement la fin du film, où ça nous spoil totalement le film. Voilà. Et alors que, bon, moi je me rappelle des films qui m'ont surpris, Sixième Sens m'a surpris. Une nuit en enfer, quand à un moment donné j'avais dû louer Une nuit en enfer, ou j'avais dû l'acheter, je sais plus, acheter en VHS. Je pensais que c'était un film à la première partie d'une nuit en enfer. Je pensais que c'était un film d'action, un thriller et tout ça, avec des gars qui s'échappent et tout.
Je pensais vraiment que c'était qu'un truc comme ça. Et je peux t'assurer que la deuxième partie, ça m'a fait drôle quand j'ai vu ça. Et à chaque fois que j'ai montré ce film-là à mes potes et tout ça, à chaque fois, j'évitais de spoiler ce film-là. Et je leur dis, tiens, je vais te montrer un film, c'est un film, bon, un film policier, machin, où t'as des gars qui sont pourchassés, mais c'est très sympa, tu vas voir. Et en fait, à chaque fois, je les ai bernés. Et quand ils sont arrivés sur la deuxième partie d'Union d'Enfer, ils disaient, oh putain la vache, incroyable, incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai qu'Union d'Enfer, cet effet-là, c'était très intéressant. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans les Blu-ray d'Union d'Enfer, ils te spoilent la fin. C'est comme ça. En deuxième position, j'ai mis Piège de cristal, le premier Die Hard, voilà. Donc c'est ce fameux policier John McClane qui va retrouver sa femme, qui fête Noël dans un grand bâtiment, je sais pas quoi, le truc Plaza là. Et évidemment, une fois qu'il est dedans, à un moment donné, t'as un gars qui descend de l'avion et t'as un gars qui dit, ah, si vous êtes crispé en avion, j'ai une technique pour vous. Vous enlevez vos chaussures et vous faites des points avec vos pieds ou je sais pas quoi là. Et en fait, quand il arrive là-bas à l'hôtel, ça se passe un peu mal avec sa femme. Ils sont un peu engueulés, un peu brouillés. Et puis lui, il va dans les toilettes ou je sais pas quoi. Enfin, si, il va dans les toilettes et il se met pieds nus. Et il fait cet exercice à la con. Et à ce moment-là, il entend mitrailler et tout ça. Donc t'as des terroristes, encore les enfoirés, des terroristes qui prennent en otage l'hôtel Plaza. Et lui, à un moment donné, il s'échappe comme ça, sauf qu'il a pas ses chaussures. Il est pieds nus. Et c'est ça qui est incroyable dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, il est déjà, je crois qu'il est pas armé. Ouais, parce qu'il a laissé son flingue, il a dû laisser son flingue et tout ça. Il est pas armé, il est en débardeur, il est pieds nus. Et les terroristes, ce qui est bien dans le film, c'est qu'on a les terroristes, ils vont savoir qu'il est pieds nus. Et là, ce film-là est incroyable. Ce film-là, comme je l'ai dit, je me répète, on fait plus des films de cette envergure aujourd'hui. Ça doit être un film de 87, celui-là. 1987. Je revérifierai, mais je crois que c'est 87 dans ma tête. Je vois 87 de marqué. Des films comme ça, d'action comme ça. Alors certes, je l'ai vu tellement de fois que il y a un effet lassitude quand il repasse. J'ai pas forcément envie de le revoir, mais ce film-là, ces films-là, si tu les as pas vus, putain, mais c'est un film incroyable. Évidemment, on commence par Piège de cristal. Voilà. C'est avec Alan Rickman aussi dedans. Alan Rickman qui malheureusement est décédé aujourd'hui, qui est un des acteurs de la saga Harry Potter au cinéma. Voilà, celui qui joue Rogue. Voilà, celui qui joue Rogue. Alan Rickman. Alan Rickman plus jeune évidemment. Mais un très très bon Alan Rickman. Attention, Alan Rickman, c'est un super acteur. J'ai adoré dans Raison et Sentiment. J'ai adoré aussi dans Robin des Bois, même si je trouve qu'il cabotine un peu trop dans Robin des Bois. Il reste très intéressant, mais dans Raison et Sentiment, excellent. Évidemment, dans Harry Potter, il est excellent. Et dans Piège de cristal, voilà, énormissime Alan Rickman. En première position, Armageddon. Ah, que je n'ai pas vu au cinéma parce que j'étais à l'armée. À l'armée, à un moment donné, on s'était arrêté. Je crois que c'était à Arras. Ouais, à Arras, je vois pas. Parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de missions. On a été à Calais et tout ça. J'ai fait plein de missions Vigipirate et tout aussi. J'ai fait, oui, plein de missions Vigipirate. Et c'était plus à Calais. Mais là, je crois qu'on était à Arras. Là, je suis pas sûr, peu importe, Arras ou Calais. À un moment donné, on a été voir au cinéma L'Arme Fatale 4 et Titanic. On a été voir les deux, je pense. Titanic, j'ai dû la voir deux fois au cinéma. On a été voir L'Arme Fatale 4 ou Titanic, mais cette fois-ci, je crois que c'était L'Arme Fatale 4. Et à un moment donné, il y avait en présentation un compte à rebours avec marqué Armageddon. Et ça m'avait marqué, ça. Je dis putain, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi il y a un compte à rebours et tout ça? Mais un compte à rebours avec. T'avais une minuterie quoi. T'avais une minuterie, donc c'était une pancarte avec une minuterie électronique et t'avais un compte à rebours. C'était assez impressionnant et je me dis Armageddon, ça a l'air. Ouais, c'est un truc avec un météorite. Bon, je me dis ça, bon, faut voir et tout ça. Et c'est un film que j'ai pas pu aller voir au cinéma parce que je crois qu'il est sorti l'été en 98 quand on a gagné la Coupe du Monde et où moi j'ai passé quasiment 2 mois en mission sur Paris où j'ai fait
j'étais en mission. J'étais responsable incendie sur le camp de Toile et j'ai fait aussi la circulation routière du défilé du 14 juillet. Voilà. Et on a dû gagner la Coupe du Monde après, je crois, le défilé du 14 juillet ou un peu avant. Je sais que j'étais dans le cinéma de la caserne qui entraîne les policiers. Ils avaient un petit cinéma dedans et on a vu la finale de la Coupe du Monde dans ce petit cinéma. Et évidemment, seuls les gradés étaient autorisés. Ils sont partis dans les 4x4 et tout ça. Et ils sont partis sur les Champs-Élysées fêter. Voilà. Certains y ont été aussi, ont suivi les gradés, tout ça. Moi, je les ai pas suivis parce que voilà. Parce que je peux t'assurer que si tu restes là-bas et tu repars pas, on t'oublie et tout ça. Si les gradés, à un moment donné, parce qu'il y a des gradés, à un moment donné, ils ont pas envie de se traîner. Des gars comme moi ou des gars comme. Il y en a qui ont dû y aller tout seul avec des P4, mais je crois qu'ils ont pas eu trop de problèmes et personne n'a eu vraiment de problème. Mais c'était un coup à te retrouver là-bas sans possibilité de revenir ici par tes propres moyens. Parce que à un moment donné, sur les Champs-Élysées, avec le monde qu'il y avait, je sais pas, moi j'y étais pas, mais je sais qu'il y en a qui ont été. Si à un moment donné, le lendemain matin, t'es pas là, t'es pas présent, je peux t'assurer que tu passeras un sale quart d'heure et tu feras de la prison militaire, c'est sûr. Mais c'est quand même, c'est dans ton casier judiciaire. Donc voilà, faut pas rigoler non plus. Donc moi, je sais que j'ai regardé la Coupe du Monde quand on a joué contre le Brésil, qu'on a gagné. Ah, est-ce que je dois te spoiler ce match-là? Oui, je pense que je vais te spoiler. On a gagné 3-0 contre le Brésil. Et j'étais dans un cinéma militaire, gendarmerie. C'était policiers, gendarmerie là, non. Il y avait les commandos, je crois. Ils entraînaient un peu, je crois, les policiers, les commandos, les machins. Enfin bref. Et Armageddon, il a dû passer cet été-là. Et c'est pour ça que je l'ai pas vu. Voilà, je l'ai pas vu. Après, moi j'ai arrêté en septembre. Voilà. Et j'ai pas vu. Et Armageddon, je l'ai vu plus tard en DVD. Je l'ai acheté. C'est un de mes premiers DVD que j'ai acheté. Il était sur double face. Ah non. Non, je dis des conneries. C'était un des DVD Buena Vista qui était sur une face, un des premiers. Volte-face, il était sur deux faces. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux était sur deux faces, donc il fallait que tu retournes le DVD, tu vois. Et Armageddon, j'étais surpris, il était sur qu'une face. Et c'était enfin, c'était un des premiers DVD Buena Vista sur une face. Et ça faisait plaisir. Et l'image était extraordinaire. T'avais pas besoin de changer de télé à l'époque. T'avais tes télés là où tu regardais tes VHS avec des magnétoscopes dessus. T'avais pas besoin de racheter une télé 1080p, tout ce que tu veux. Non, ni une télé 4K aujourd'hui, tu vois, pour passer à la 4K, je suis plus de payer m'acheter une télé 4K, tu vois, quasiment. Et tu mettais ta platine DVD sur ta télé, et là, tu te prenais ce méga claque. Voilà. J'ai jamais retrouvé ça. Quoi qu'il y avait le laserdisc aussi que j'ai eu, et ça a minimisé un petit peu tout ça, mais même le laserdisc, il n'était pas aussi percutant au niveau de l'image que les DVD. Donc Armageddon, je l'ai vu en DVD, je l'ai découvert en DVD, et pour moi, c'est mon film coup de cœur de Bruce Willis. Voilà, c'est mon film coup de cœur, c'est rock'n'roll. Il y a une de mes chansons préférées d'Aerosmith, si ce n'est ma chanson préférée d'Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Il y a plein d'acteurs excellents dedans, dont Steve Buscemi, que j'aime beaucoup. Il y a Ben Affleck. Il y a la fille de Steven Tyler, c'est Liv Tyler, qui joue l'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Et plein d'autres acteurs intéressants. Il y a Billy Bob Thornton aussi dedans, l'ancien mari, l'ancien compagnon, on va dire, de Angelina Jolie. Et super film, quoi. C'est un film coup de poing qui m'a marqué, rock'n'roll, c'est un film vraiment sympa. Je le mets en premier parce que pour moi c'est mon film préféré, tout simplement. Voilà, ça se commande pas. J'aurais pu mettre Piège de cristal, mais j'aurais pu mettre 58 minutes pour vivre. Je suis entre la nostalgie, entre mes gros coups de cœur, entre le fait d'aller les avoir vus au cinéma, entre le fait de les avoir vus gamin, et j'étais émerveillé devant les films. Voilà, j'essaie de faire au plus juste, mais pour moi Armageddon, c'est ce film préféré. D'ailleurs, il est dans mon top 20 des films préférés.
certes, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle avec 10 000 Oscars, tout ce que tu veux, mais ça reste un gros film coup de cœur, rock'n'roll, génialissime. Même si les plans tout est. C'est un film beau, c'est un beau film, j'aime bien ce film-là, y a rien à faire. J'adore les musiques, j'adore l'ambiance dedans, j'adore tout dans ce film-là, quoi. La fin, ça m'a fait chialer aussi. Voilà, c'est tout, laissez-moi tranquille. J'ai choisi Armageddon, je resterai sur Armageddon en top, en première position, point barre. Voilà, 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 voilà. Et d'ailleurs, mon DVD d'Armageddon, je l'ai toujours. La boîte est magnifique. Et si je dois comparer le DVD d'Armageddon et le Blu-ray d'Armageddon, malgré que ce soit la même image, tu verras que le DVD d'Armageddon, il était plus joli. On faisait des trucs plus jolis. Je vais te le montrer tout de suite. La tranche. Dis-moi lequel tu trouves le plus joli. La face. Et le dos. Bon, après, j'ai switché le Blu-ray et le DVD. Je préfère ouvrir cette boîte-là pour le regarder en DVD que cette boîte-là en fait. C'est pour ça que j'ai switché. Maintenant, je sais qu'il y a le DVD déjà. Toi, c'est le. Ah non, c'est le Blu-ray, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Avec les chapitrages. Ça, c'est le DVD. Enfin, le livret par rapport au DVD. Et même, si tu dois comparer, donc là, t'as le DVD qui est dans le boîtier Blu-ray et t'as le Blu-ray dans le boîtier DVD. Bah, même le doigt, même le DVD est plus joli que le Blu-ray. Je chipote. Mais ça, tu vois, ça t'as un effet nostalgique quand j'ai ça avec le format la fameuse arche de Buena Vista et le format cinéma. Ça me rappelle des super souvenirs des DVD Buena Vista que j'ai acheté en 99, en 2000 et sorti quand celui-là. Le DVD ils ne mettent pas. Et c'est vrai que ça, quand je vois un truc comme ça me rappelle des bons souvenirs. J'en avais plein comme ça, en format cinéma comme ça. J'ai encore l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Pareil, un des premiers Blu-ray, DVD. DVD Buena Vista. Et j'en ai eu plein, mais que j'ai dû garder que celui-là. Je regrette de ne pas avoir regardé Phénomène, qui est très très rare aujourd'hui à récupérer. Phénomène avec John Travolta. C'est un film extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que c'est un film, je sais pas, c'est un film poignant, je trouve. C'est un film vraiment touchant. C'est un film touchant, Phénomène avec John Travolta. Et bah c'est pareil, il y avait le format cinéma comme ça, je voulais de pas l'avoir gardé. Parce que, voilà. Nostalgie, et minimum, au moins ils ont repris la même jaquette, je crois qu'elle est un peu plus floue. Ah, la vache, elle est plus floue. Parce qu'il fait pas la mise au point ce point-là, donc je vais mettre à bonne distance, mais la photo est plus nette que celle-là. Là, il y a du piqué, il y a du grain. Et là, c'est flou. Enfin, c'est flou, c'est vraiment une mauvaise impression. C'est de mauvaise qualité. Ah ouais, c'est de mauvaise qualité. Ouais, je suis convaincu. Donc voilà, petit hommage à Bruce Willis qui malheureusement ne se souvient plus d'avoir été une grande star de cinéma, mais il restera une légende. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, les 3 premiers Die Hard, des films comme ça, t'en verras plus. On n'en fait plus des films comme ça. Voilà, on n'en fait plus. C'est comme ça, on n'en fait plus. Même des remakes, ils vont même pas. Pourtant, c'est des spécialistes des remakes. Alors, ils te sortent des remakes de chefs-d'œuvre, des trucs tout pourris. Je suis même étonné qu'ils aient pas sorti des remakes de Die Hard. Ça va pas tarder. Il y a sûrement un gars qui. Ouais, je crois qu'il est temps
de sortir un remake de Die Hard, surtout que Bruce Willis, bon voilà, voilà, il se souvient plus, il nous reprochera rien du tout en gros, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de se dire, allez, on va faire un remake de Piège de Cristal. Putain, les enfoirés, mais ils savaient tellement pourri la comparaison. Tu sais pourquoi ils se lancent pas dans une telle aventure, un tel remake? Parce que c'est des films, ils sont tellement... ils ont dû coûter cher pour l'époque, et aujourd'hui ça coûterait même 10 fois plus cher qu'à l'époque. Hein. Pour faire des films comme ça coûterait beaucoup trop cher. Et ça serait même plus du tout crédible en fait. Je pense qu'ils n'arriveraient pas à la hauteur de 58 minutes pour vivre, de Piège de Cristal et d'une journée en enfer. Une journée en enfer quand même, le terrain de jeu c'est New York. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant, d'ailleurs je l'ai pas en Blu-ray là, faudrait que je me le récupère. Je vais essayer de me les faire en 4K. Pour l'instant ils ont fait que Piège de Cristal en 4K. Je sais pas si l'image est belle, j'ai pas vu les comparaisons. Mais j'aimerais bien l'intégrale vu que maintenant, parce que une journée en enfer c'est Buena Vista et 58 minutes pour vivre, et Piège de Cristal c'était Fox Video. Donc avant en DVD tu pouvais pas avoir de coffret. Je crois qu'ils ont dû faire un coffret, ils ont dû s'associer, faire un coffret. Et encore je suis pas trop sûr. Mais aujourd'hui Buena Vista qui est détenu par Disney, vu que Disney a racheté la Fox, aujourd'hui ils peuvent nous sortir des coffrets de... Voilà, d'ailleurs ils ont dû sortir des coffrets Blu-ray, tout ce que tu veux. Aujourd'hui ils pourraient nous sortir des coffrets 4K, mais pour l'instant, mais Disney fait un peu de la merde, je trouve. Font un peu de la merde là, niveau 4K, puis ils avaient envie, de toute façon, tu vois, que Disney, attention, je crois comprendre pourquoi il n'y a que Piège de Cristal, parce que Disney avait eu la volonté à un moment donné, Disney qui a racheté finalement tous les films de la Fox, avait une volonté de ne plus proposer de format physique et de ne proposer que les films sur leur plateforme Disney. Mais à ce que j'ai vu, ils ont quand même proposé les Mandalorian en Blu-ray, en coffret Blu-ray Steelbook, et qui ça s'est très bien vendu. D'ailleurs, à un moment donné, j'étais plus ou moins intéressé, puis c'était indisponible à la vente. Je sais pas s'ils vont les reproduire, mais ça a eu du succès, donc bon, j'espère que Disney va revenir à la raison pour plein de choses d'ailleurs, mais surtout pour ça, et qu'on aura des vraies éditions d'une journée en enfer et de 58 minutes pour vivre en 4K. D'ailleurs, ça se trouve, ça existe déjà sur sur la plateforme de Disney. Dis-moi si tu as la plateforme de Disney que tu les as vus en 4K et une belle qualité d'image. En tout cas, ça n'existe pour l'instant pas et c'est pas prévu en format physique 4K. Donc voilà. Bon, bah voilà, je vais arrêter là parce que ça fait une petite heure quand même. Donc j'espère que tu as apprécié ce petit top 10 de minuit sur Bruce Willis. Voilà, pour nous rappeler que Bruce Willis reste comme une légende du cinéma, qu'il a fait des films qui m'ont marqué, qui ont marqué tellement de monde, et que j'ai une petite larme à l'œil en sachant qu'il se souvient même plus d'avoir été une grande star, il se souvient même plus d'avoir tourné tous ses films, et ouais, c'est tristouné. Après voilà, au moins il a laissé une trace quoi. Au moins il a laissé une trace. Même s'il s'en souvient plus qu'il a laissé une trace, même si ça doit les faire bizarre, je sais pas comment gère ses proches au niveau des films de Bruce Willis justement. Est-ce qu'il lui montre, est-ce qu'il tente de... Je sais pas. Est-ce que c'est sain ou c'est pas sain de faire ça, je ne sais pas. Voilà. Donc bon bah allez, je te laisse et je te dis à la prochaine et